Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres, à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi ces conversations enrichissantes, inspirantes et pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir. Alors, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute. Salut Cédric. Salut Yannick. Comment vas-tu ? Très très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Merci de m'inviter. C'est un plaisir d'être là avec toi. Merci. En tout cas, franchement, c'est vraiment un profond plaisir de te recevoir. On a eu l'opportunité vraiment d'être présenté par ta sœur, qu'on salue. Bon, salut Ingrid. Salut Ingrid. Et donc du coup, si tu devais résumer ton parcours en 3 mots, lesquels seraient-ils ? Je dirais persévérance. Ok. Constance et patience. Ok. Donc persévérance, constance et patience. C'est ça. pour la rime. Aussi. Ok. Et pourquoi le choix de ces 3 mots ? Parce que il faut faut s'acharner dans ce qu'on fait et prendre le temps de faire les choses et être régulier. Donc constance pour la régularité, la persévérance pour ne jamais rien lâcher. Ça, c'est une vertu que m'a appris mes parents. Et la constance, je l'ai déjà dit, et la patience, parce qu'il faut être patient pour faire les choses et chaque chose, on s'entend, on fait les choses avec le cœur, comme j'aime à dire, et on récolte les résultats. D'accord. Voilà. Ok. Mais toi-même, pour revenir un peu plus à toi, donc tu te définis aussi parce que par ton parcours et par ces 3 termes. C'est ça. C'est que tout au long de ton parcours de vie, tu as été persévérant, constant et patient pour peut-être obtenir. Pas toujours, mais aujourd'hui, c'est ce que je vise en tout cas. Ah, c'est ce que tu vises. Voilà. Mais ok, donc il y a ce que tu vises, voilà. Mais j'apprécie ta réponse. Je voudrais mettre surtout l'emphase sur ce que, quand tu prends un recul sur ce que tu as vécu jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui a marqué ? Quels sont les mots qui ont les plus marqué, toi, ton parcours ? Curiosité. Ok. Patience. Ok. Et découverte. Ok. Curiosité. Voilà. Patience. Ouais. Et découverte. C'est ça. Ok. D'accord. Donc, tu as toujours été très curieux. Très curieux. Moi, je le vois beaucoup dans ton... Et j'ai toujours un peu développé des champs que je ne connaissais pas, été vers des compétences que je ne connaissais pas pour ensuite me trouver. Donc ça, c'est quelque chose, c'est quelqu'un que je suis. Être curieux, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour découvrir les choses. Donc la découverte, une fois que j'ai été curieux, j'ai découvert certaines choses et je m'y suis mis dedans ou pas. Voilà. D'accord. Dans ton souvenir le plus lointain, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu serais grand ? Alors peut-être avocat. Ok. Ouais. D'accord. J'ai fait des études de commerce international, mais dans ces études-là, il y avait du droit. D'ailleurs, j'ai fait des études de droit aussi, des études au lycée. Il y avait une matière qui était le droit, et c'est vrai que ça m'avait intéressé. D'accord. Mais plus le temps avançait et plus je voulais faire peut-être autre chose, mais je ne savais pas quoi encore. Ok. Et je me suis dirigé vers les langues parce que mes profs m'ont conseillé de faire des langues étrangères, donc j'ai fait une faculté de LEA, en langue étrangère, anglais et espagnol. D'accord. Ok. Mais à part ce métier-là, j'avais pas de métier en tête en fait. Je me laissais un peu traîner à l'école, à découvrir des choses. Je ne savais pas vers où me diriger.
Je savais que j'étais intéressé par le commercial, par les langues, et après, c'était advienne que pourra, et j'ai trouvé mon premier poste en banque. D'accord. Ok, on va en venir, t'inquiète. La question que je voulais te poser, c'est du coup, présente-toi. Qui es-tu? Ok, dis-nous. Cédric Evans, un homme de la région parisienne qui est né dans le 95. D'accord. Et qui a fait des études de commerce international, qui s'est dirigé vers la banque, qui a été un temps artiste, rappeur pendant plusieurs années, presque 15 ans, et qui aujourd'hui est professeur d'espagnol et en même temps a sa marque qui s'appelle Kente Must, qui met en valeur le kente, qui est un tissu traditionnel du Ghana porté par les rois traditionnellement, et qui aujourd'hui s'est démocratisé. Cette marque, je l'ai lancée en 2020 et aujourd'hui, elle a 4 ans. Voilà. Ok, super. D'accord. La question suivante, c'était justement quelles sont tes activités, mais tu as déjà répondu. Non, mais t'inquiète. En fait, aujourd'hui, j'ai 2 activités principales, on va dire. Oui. C'est professeur d'espagnol en lycée. C'est une activité qui me prend beaucoup de temps. Et une autre activité qui me prend aussi beaucoup de temps, c'est Kente Must. Les 2 activités, c'est mon quotidien et ça me prend je veux dire, beaucoup de temps et d'énergie aujourd'hui. D'accord. Donc tu es né dans le 95, c'est ça? C'est ça. Dans une fratrie de combien de personnes? On est 4. 4. Voilà, okay. Je suis le 2e. Ok. Voilà. Et comment tu qualifierais ton parcours scolaire? Comment tu le définirais? De très correct. Je n'étais pas un bon élève. Je n'étais pas le meilleur élève, je vais dire. J'étais un élève curieux. Jusqu'à la 6e, je n'étais pas très studieux. Je bavardais un peu trop. J'étais un peu trop dans la dissipation. Et après la 5e, la 4e, j'ai même eu des félicitations. Donc j'étais, à ce moment-là, je me suis bien retrouvé dans le milieu scolaire, grâce à mes parents aussi, toujours derrière moi. Et ensuite, je dirais correct, plus que correct, mais jamais le meilleur, à part en cette classe de 4e, un des meilleurs, et jamais le moins bon. Peut-être le moins bon dans une de mes classes en primaire où il y avait très peu d'élèves. D'accord, voilà. Ok. Mais je me suis toujours bien senti à l'aise à l'école, toujours content d'y aller, découvrir des choses. C'était vraiment... J'ai beaucoup aimé mes années scolaires. D'accord, ok. Et d'accord, donc tu étais plutôt un élève, on va dire l'élève moyen, et parfois voilà. Tu sortais du lot. C'est ça. D'autres fois tu allais un peu plus bas. Parfois j'avais des 20, tu sais pas pourquoi. Et moi, mes matières de prédilection, c'était littérature, donc français, anglais, espagnol, histoire, géographie. J'avais plus un profil littéraire. Okay. Mais en sciences, je pouvais faire aussi de belles choses. D'accord. Et les mathématiques, par contre, c'était vraiment un problème pour moi. J'avais des lacunes que j'essayais d'arranger, mais rien n'y a fait. Donc, moi, c'est plutôt le côté littéraire et des lettres. Voilà. Et qu'est-ce que font tes parents, ou qu'est-ce que faisaient tes parents à ce moment-là dans la vie? Alors, ma mère était employée libre-service dans un magasin, hein, je dirais pas la marque, l'enseigne. Et mon père était chauffeur de taxi. C'était son dernier métier. Voilà. Et tu sais pour quelles raisons ils ont immigré en France? Pour trouver un avenir meilleur, un pays sympathique comme la France qui pourrait leur apporter peut-être un futur et trouver une autre vie peut-être. D'accord, donc c'est de l'immigration économique, quoi. Ouais, on peut la qualifier comme ça. Après, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, c'est vrai, mais oui, on partirait sur ça, ouais.
Mais c'est quand même étonnant. Je ne sais pas si tu l'as déjà posé la question ou tu leur as posé la question. Pourquoi parce que la diaspora ghanéenne en France est très peu représentée. Ils sont beaucoup plus présents en Angleterre, à Londres. Ouais. Tu sais pourquoi ce choix de la France de quitter donc un pays Non, anglophone? il y a eu plusieurs pays dans l'Europe pas très proches de la France, et c'est en France qu'ils se sont retrouvés. D'accord. Ma mère, elle a vécu en Côte d'Ivoire, donc elle parle français, elle était francophone, donc pour elle c'était plus naturel. Mais il y a des Ghanéens aussi qui sont en France. Hein. Bien sûr, non, je sais très bien, mais c'est que du coup, comme c'est plus original. Ouais, c'est plus original. C'est vrai qu'ils ils ont un parcours assez original aussi. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Quel est selon toi ton plus gros échec? Mon plus gros échec? Difficile à dire. Je dirais pas plus gros échec, mais je dirais peut-être des erreurs de parcours ou je sèche sur cette question. D'accord. Je pourrais pas te dire. Ok. Bon, on en reviendra peut-être que au fur et à mesure de l'interview, on le découvrira. Ok. Du coup, tu as parlé tout à l'heure de 15 ans de rap. Ouais. À quel âge ça a commencé? Ça a commencé à 14 ans. D'accord. 14 ans, je commence à écrire des rimes. Et j'ai aussi mon cousin qui est au Ghana, qui est une des stars de la musique high life, la musique que l'on a au Ghana, qui est notre étendard. Donc ça m'a donné envie, oui, d'écrire, de poser mes rimes sur des instrus. Et ensuite, j'ai rencontré un ami à moi, Michael Chine, que je salue, avec qui on a commencé à rapper, à faire des concerts, et s'en est suivi 2 albums solo pour moi que j'ai autoproduits. Voilà. Donc j'ai eu un groupe en fait avec lui et avec un autre ami. On était 3. Ce groupe-là était à l'intérieur d'un crew, donc d'un posse TPMS que je salue aussi. Un peu dans le 95, un peu dans d'autres départements, le 93, etc. Et à l'intérieur de ces groupes-là, il y avait plusieurs groupes, dont le nôtre. Et ensuite, j'ai fini en solo. J'avais vraiment envie de terminer en solo et de faire ces 2 albums-là. Voilà. D'accord. Je vais pas te demander de nous faire une petite impro là sur place. Non, ça serait te prendre par surprise. L'impro, c'était pas trop mon truc en plus. Moi, j'étais pas très impro, donc non. Okay. mais un jour peut-être. Ok. Donc du coup, tu faisais partie d'un collectif. Ouais. Et donc tu étais membre d'un groupe avant d'arriver au solo. Exactement. Et quel était ton nom d'artiste à ce moment-là? Ah, mon nom d'artiste c'était KCFX. KCFX. Ouais. Ok. D'artiste, pardon. Oh, oui. Ouais. Ok. Voilà. Donc l'artistique, est très présent dans ta vie. Ouais, très présent. Depuis le début, j'ai fait mes propres clips. J'ai créé mes propres clips avec un ami, Hugo. J'ai fait mes propres shootings avec des photographes ici et là. Ma sœur Ingrid. J'étais dans la direction artistique de mes albums de toutes les façons, et la façon dont on gérait nos concerts aussi. Il y avait une scénographie, et il y avait une identité, qu'elle soit visuelle et sonore. Déjà à l'époque, je m'habillais avec des cravates, des cabans, des choses qui pouvaient me distinguer déjà sur la scène. Donc, c'était un parcours enrichissant. C'est là aussi que j'ai appris pas mal d'autres courants musicaux, super enrichissant. D'accord. Ouais. Et parce que la dernière fois, tu m'en avais déjà parlé. Mm-hmm. Tu m'as dit que du coup, tu avais fait un grand concours de musique. Tu étais arrivé, je crois que de France Télévisions, je sais plus quelle chaîne. C'est France O. C'était la chaîne France O qui n'existe plus. Oui. Et c'était le concours France O Folies. Oui. Voilà. Oui. Ok. Et tu étais arrivé deuxième. Je suis arrivé deuxième, exactement.
Génial. On peut retrouver des... je me posais la question tout à l'heure. On peut retrouver des... Non, Tu as une chaîne YouTube ou quelque chose? J'ai une chaîne YouTube, mais rien n'est plus disponible sur le net. Hein. J'ai des choses qui sont que j'ai gardées pour moi, en fait. D'accord. Mais voilà. Est-ce que éventuellement il y a un petit extrait que tu pourrais oui, partager? Oui. Même d'ailleurs sur l'Instagram de Ken Tamers, bientôt je partagerai des choses, des concerts ou des bouts de reportage pour qu'on puisse voir aussi mon cheminement hein, à mi-parcours. C'est ça aussi, c'est important de voir. Ah, merci. De voir ce qu'il en a été. Hein. Donc je partagerai des choses, c'est vrai, mais tout en les sélectionnant quoi. Voilà. D'accord. Ok, génial. Ouais, mais il y a du contenu en tout cas. Ah, j'ai envie. Il y a du contenu même très ancien que l'on a sur des caméras à l'ancienne avec des petites cassettes, etc. Il y a beaucoup de contenu. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Non, je suis très curieux de ça parce que tu as parlé de curiosité. Je suis très curieux aussi. Donc forcément, c'est pour ça que je prends 2 micros et je m'assois en face de toi et en face des gens. Dans un autre podcast, tu as dit que tu ne te définis pas comme entrepreneur, mais comme artiste. Ouais, je suis plutôt un artiste. Je suis un artiste avant d'être un entrepreneur. Ouais. Je fais les choses avec le cœur. J'aime beaucoup l'artistique, comme on l'a dit auparavant. Pour moi, c'est déjà... ça fait écho aussi à ma culture, la culture Ashanti. Nyakoma, ça veut dire fais les choses avec le cœur. Et moi, je fais les choses avec le cœur. On est un peuple. Je suis originaire d'un peuple qui valorise l'artisanat, la musique et toutes les choses qui sont belles autour de nous. Donc, avant même d'être entrepreneur, en effet, j'ai grandi en étant artiste. Donc, je me définis en tant que tel. D'accord. Ok. Tu as dit que tu as fait plein de choses. Donc, du coup, là, on a parlé de ton parcours scolaire. On a parlé on va dire un peu de tes activités extrascolaires. Le rap, de l'âge de 14 ans, donc forcément l'adolescence jusqu'à après. Bien sûr, en même temps que les cours, oui. Et tout à fait. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît, du coup, de ton expérience universitaire et premiers emplois et autres emplois, ouais, pour qu'on comprenne aussi tout ton parcours. J'ai fait une... Tu as dit que tu as fait LEA déjà? J'ai fait une licence en LEA. Comme moi. Ah oui, comme toi, super ça. Anglais-espagnol aussi? Tout à fait. Ok. Superbe licence que je conseille d'ailleurs à mes élèves. Ok. Toi, tu as été jusqu'à quel niveau du coup? Tu as eu la licence? J'ai eu la licence, ouais. Ah, pas moi. Moi, j'ai eu la licence, j'ai retapé la 2e année, j'ai eu la licence. Ouais. Et ça fait faire partir d'un de mes échecs. Hein. Tu cherchais un échec tout à l'heure. D'accord. Mais bon, je dirais que ça fait partie du parcours. Comment tu l'as vécu cet échec? Pas mal, parce que c'était la première fois que je redoublais et j'avais autour de moi, et je sais que beaucoup ont redoublé dans les classes précédentes, que ce soit au lycée ou au collège. Avant, on faisait pas passer tous les élèves comme maintenant, voilà, quoi qu'il arrive. Donc non, pas mal. Pour moi, c'était le supérieur. Il fallait que je redouble d'efforts. Après, j'avais pas mis tous les moyens aussi non plus. J'étais, comme je te l'ai dit, j'étais dans la musique, donc je faisais un peu de musique, je faisais un peu de cours, je faisais un peu de musique, tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement. Donc, avec le recul, j'y ai pensé dernièrement, et je ne mettais pas toutes les chances de mon côté pour vraiment avoir les meilleurs résultats. J'étais beaucoup dans le son, surtout à cette période-là de ma vie, donc tu peux pas être bon partout, hein. Ça c'est clair. Donc voilà, j'ai une licence LEA, ensuite j'ai fait une maîtrise dans la même fac. Quelle fac? Fac de Cergy-Pontoise, voilà, où j'ai même fait des concerts d'ailleurs. Oh, génial. J'ai même réalisé des concerts là-bas, on a fait des événements là-bas, de superbes événements.
Donc l'artistique te suit partout. Ouais, ça me suivait partout. Je faisais écouter mes sons à mes potes de fac. Ouais, ils connaissaient les sons dès le début. Dès le début, d'ailleurs, j'ai fait écouter mes premiers sons au lycée. Donc moi, la première fois que j'ai enregistré, je te disais tout à l'heure que j'étais en troisième, la première fois que j'ai fait mes premiers concerts, mais la première fois que j'ai enregistré un vrai son, j'étais au lycée en seconde. Et en seconde, dès que j'ai enregistré mon son, le lendemain, je le faisais écouter dans mon Walkman. Seuls les anciens sauront. Voilà, j'ai fait écouter à mes potes qui étaient autour de moi, ils kiffaient. C'était top. C'était en fait un son qu'on avait enregistré avec mon pote sur une instru de Change. Change ou Changes? Changes. De Tupac. Okay. Tupac Shakur. Okay. Donc, ouais, magnifique. Et voilà, je te disais que j'ai fait ma licence, j'ai fait une maîtrise. Mais à l'intérieur de cette licence, d'ailleurs, j'ai eu une belle expérience en Espagne, à Grenade. Voilà, j'ai en fait fait Erasmus. Un superbe programme d'échange que je recommande aussi à tout citoyen de l'Union européenne. Voilà, pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai fait un master en Angleterre. Voilà, un master en Angleterre de management international. D'accord. Ça, c'était pour avoir la capacité de bien échanger en anglais. Je voulais faire ce master-là. D'accord. Voilà. Ok. T'as fait combien de temps à Grenade, c'est ça? À Grenade, j'ai fait 6 mois. Ok. Et j'ai ensuite été 2 mois à Tenerife pour un stage. Ok. Un stage que j'ai fait passer pour de la relation client dans un hôtel 5 étoiles. Nice. Voilà. Donc, encore de la découverte, parler en langue étrangère. C'était une superbe expérience. Ok, d'accord. Et combien de temps en Angleterre? En Angleterre, 1 an et demi. Ah ouais. Le master était d'1 an et demi. Il était il était plutôt court. D'accord. Voilà. Et du coup, là, je vois que déjà l'aspect langue est très présent. Est-ce que tu parlais anglais à la maison? Quelle langue vous parliez à la maison? Non, on parlait français et tui. Plus le français, moins le tui. Ok. Voilà. Le tui, c'est la langue... Le tui, c'est la langue parlée par les Ashantis et la langue parlée en... Côte d'Ivoire aussi. En Côte d'Ivoire, un peu, ouais, aussi, ouais. Bien sûr. D'accord. Et donc, on parlait cette langue-là à la maison, ouais. D'accord. Mais génial. Pas d'anglais, pas d'espagnol, ça j'ai tout appris à l'école. Hein. Ok, ouais. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et donc ensuite, une fois que tu obtiens ton master... Un petit peu de l'anglais à la maison, des mots comme ça, quelques phrases avec mon père, mais sinon rien de... C'est pas des conversations en fait. D'accord, ça marche. Et oui, donc une fois que tu obtiens ton master, qu'est-ce que tu commences à faire? Quelles sont tes premières expériences? Comment tu les En fait, je commence à chercher un peu du travail un peu partout en Angleterre déjà. Ouais, dans la stratégie, chez des concessionnaires automobiles qui donnent envie de travailler avec eux. Je reçois pas de réponses ou les réponses sont négatives. Donc, je me dis peut-être que je devrais rentrer en France. Et je commence à regarder le milieu bancaire dont m'avait parlé déjà mon cousin autour de nous, autour de la famille. On a pas mal de personnes qui travaillaient dans la banque, etc. C'était un milieu qui me donnait envie, sur lequel j'avais quand même des questions qui amenaient ma curiosité, en fait, tu vois. Donc, j'ai commencé à trouver un taf en banque. Et c'est là qu'a commencé ma carrière hein, de quelques années en banque, ouais. D'accord. Avant de me reconvertir en 2020. Ok. Donc, tu as fait combien de temps à peu près dans le domaine bancaire? Dans le domaine bancaire, j'ai fait 7-8 ans. Ok, 7-8 ans. Ouais. Ok. Avant la reconversion en 2020. Ouais. Et donc, la reconversion a été en quoi? Tu t'es reconverti en quoi? En quel métier? Je me suis reconverti en Kente Must. En Kente Must. Ok, d'accord. En fait, de ma reconversion, j'avais plusieurs projets. Je ne vais pas les évoquer maintenant, mais et Kente Must, en fait, qui était déjà un side business qui venait de commencer, en fait. Hein. Pendant que j'avais mon dernier poste en banque, il me semble que c'était en... Alors, en fait... est-ce que tu me poseras une question par rapport à Kente Must ou tu veux que j'y vienne maintenant? Bien sûr, tu peux l'aborder. En fait, entre 2018 et 2019, je changeais d'emploi.
je passais d'un poste en cash management. Le cash management, c'est de la trésorerie d'entreprise, en fait. C'est de la gestion de trésorerie d'entreprise à un poste de conseiller entreprise. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, lors d'un voyage au Ghana, que j'ai été époustouflé par les tissus que j'ai vus, que cela m'a donné envie de penser à Kente Must et de créer Kente Must, ouais. D'accord. Donc ce switch, il a été fait à partir de 2018. Entre 2018 et 2019, j'y pensais déjà. Et 2020, c'est la reconversion. D'accord. Voilà. Je t'ai pas posé la question. Vous partiez quand même régulièrement au Oui, Ghana, à oui, peu oui. près tous les combien d'autres J'ai pas les dates en tous les tête. 2 ans, ouais, trois tous les ans. 3 ans, ouais. Régulièrement. Ouais, Ok, ouais. ça marche. Ouais. Et ok, donc le switch se fait donc à ce moment-là, donc tu passes de cash management à conseiller en entreprise, C'est ça. conseiller d'entreprise, C'est ça. et c'est là où il y a toujours un side business. Exactement. D'accord. Où le side business de Kente Must commence. Déjà, je commence à créer la marque du début. Donc, rechercher des couturières, rechercher une graphiste, rechercher les valeurs que je veux lui donner, etc. Donc, ça avait déjà pris beaucoup d'ampleur à cette époque, ouais. Génial. Et si donc là, le side business. Donc, en fait, une fois que tu as fini le side business, comment se fait la transition justement de side business à réellement emploi à temps plein ou en tout cas, ça ne devient plus le side business, quoi. Comment ça se fait? Franchement, c'est fait d'un coup. Hein. C'était pendant le Covid. J'étais en train de réfléchir à arrêter la banque, que j'aimais beaucoup, hein, mais je pensais pour moi avoir fait le tour. Donc, j'ai voulu en fait changer du tout au tout et j'ai démissionné du jour au lendemain. D'accord. Voilà. D'accord. Du jour au lendemain. Comme je l'ai dit hein, déjà, Ouais. je le conseille à personne, sauf ceux qui sont sûrs de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, on a des familles, on peut pas gérer les choses comme bon nous semble, en fait, aussi facilement. À l'époque, voilà, on n'avait pas la même vie qu'aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je voulais faire et je l'ai fait, tu vois. Maintenant, je regretterai pas de l'avoir fait et ça m'a ouvert d'autres portes aussi, donc voilà. C'est génial ça, parce qu'en fait c'est très... J'apprécie en fait cette prise de risque que tu as eue, mais en même temps tu prends le recul de dire que bon, si la personne n'est pas en capacité de le faire, bien sûr, ne pas le faire. Ouais, parce qu'en fait il faut savoir ce qu'il y a derrière, et ce qu'il y a derrière, peut-être que ce n'est pas toujours glorieux, donc il faut vraiment peser la décision avant de faire ça. Donc pour moi, tout était clair dans ma tête. Donc j'ai fait ça et j'ai démissionné parce qu'il était hors de question que je parte de l'entreprise sans donner de nouvelles, comme certains le font, tu vois. Moi, j'ai eu une belle carrière bancaire. J'avais pas envie de l'entacher, en fait, tu vois. Donc j'ai pris le parti de démissionner et de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire après. Tu avais quand même un petit backlog de... Oui, j'avais un petit backup, j'avais quand même un peu de sous de côté. J'ai quand même compté les mois où je pouvais vivre sans avoir de salaire, etc. Donc ça, c'était important, ça a relevé. Et surtout qu'on était en période de Covid. Ouais. Donc, ouais, c'était pas les plus simples, mais je suis ravi de l'avoir fait aujourd'hui. Je suis très content. Et donc, un an et demi plus tard, eh bien, je me dis qu'il faut que je me trouve une autre activité en plus de Kente Must pour qu'elle puisse démarrer, pour que je puisse aussi la financer au mieux. Et c'est là que je trouve un poste au sein de l'éducation nationale en tant que contractuel. Ok. Poste que j'ai réellement apprécié parce que je ne l'ai pas dit aussi auparavant. Et j'ai donné des cours de langue, que ce soit en espagnol et en anglais, depuis la fin de mon lycée, en fait, depuis le bac. Voilà. Donc, pendant des années, j'ai donné des cours à des jeunes, à des moins jeunes, à des adultes. Donc, je me suis posé la question et en fait,
en parcourant les annonces d'emploi sur Internet, je vois professeur d'espagnol et je dis mais c'est pour moi. Et donc en plus de Kenteme, je me dis je vais pouvoir peut-être faire ça. Je postule. J'ai pas été pris à la première fois. J'ai été pris la seconde. J'étais pas très prêt sur les prérequis qu'ils nous demandaient par rapport à des choses qu'il fallait apprendre, etc. Je savais pas que c'était assez technique les questions. Et j'ai été pris la seconde fois et très bien, je suis rentré dans l'éducation nationale et j'ai découvert collège, lycée, une organisation totalement différente de celle que je connaissais auparavant dans la banque, dans le privé. Et j'ai découvert ce métier qui est magnifique. D'accord. Donc, si je me souviens bien, contractuel, ouais. C'est que c'est des contrats de 1 an, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, à la base, c'est des contrats qui permettent de combler des absences de professeurs sur une durée, quelle que soit la durée, qu'elle soit courte ou un peu plus longue. Et ensuite, une fois que tu as fait tes preuves, on va dire, on te fait des contrats d'1 an, en effet. Des contrats de CDD et où l'on peut te proposer, en fait, d'année après année, on te repropose, en fait, ce contrat-là. Et au bout de 6 ans, si tu fais toujours l'affaire, là, tu obtiens le CDI. D'accord. Voilà. Et le contrat tu as dit que tu as postulé. Par quel biais tu as postulé? Où est-ce que tu as vu cette offre d'emploi? Sur Pôle emploi. Pôle emploi. Ouais. D'accord. Ok, d'accord. Oh, ouais, parce qu'en fait, ça m'intrigue parce que j'ai toujours cru que les métiers de professeur et les métiers d'enseignant, il fallait absolument passer des concours pour entrer dans ces métiers-là. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, il y a le concours en effet du CAPES, mais aussi comme il y a des besoins, en tout cas aujourd'hui, et ça s'est fait depuis plusieurs années maintenant, on a des contractuels qui, en plus de peut-être d'une activité à côté ou viennent et donnent des cours, en fait. Donc, c'est possible aussi de faire aussi ce métier-là. Si tu as des capacités, des compétences dans un domaine et que tu as au moins la licence. Voilà. Il te faut au moins la licence. Et je sais qu'en espagnol, par exemple, c'est soit LEA, soit LCE. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tu peux être en effet au sein d'un lycée ou d'un collège. Génial. Comme les autres professeurs. Okay. Tu n'as pas peut-être le même statut, tu n'es pas titulaire. Ouais. Il y a pas mal de choses qui changent comme ça, qu'on ne va pas énumérer, mais oui, c'est possible. Et toi, aujourd'hui, tu veux devenir ça t'intéresserait de devenir titulaire? Aujourd'hui, ma situation, elle est très bien comme ça. Après, je verrai par la suite. D'accord. Ok, c'est génial, mais c'est fou. Tu fais tellement de choses. Ouais, j'ai besoin de me tenir occupé. C'est important pour moi. D'accord. Ouais. Et donc tu enseignes au lycée et au collège? Non, que au lycée. Qu'au lycée. Là, j'ai la chance d'être dans un seul lycée, donc j'enseigne de la seconde au BTS. Pas mal de classes, oui. D'accord. Seconde, première, terminale et BTS aussi. Et comment ça se passe? Raconte un peu cette expérience. Comment tu la définirais? Parce que pour faire un peu écho aux premières questions que je t'ai posées, c'était donc la curiosité, la patience et la découverte. Donc je suppose en tant que professeur, il faut être très patient. Il faut être passionné et patient. Moi, je suis passionné. J'aime beaucoup la langue espagnole. J'aime beaucoup. C'est une langue qui est rentrée dans ma tête, qui n'est pas sortie depuis. Et aussi, j'aime beaucoup lire, me renseigner en langue, que ce soit en anglais et en espagnol, de toutes les façons. D'ailleurs, c'était un sujet, lorsque j'ai été recruté au début au collège, c'était un sujet à savoir si j'allais garder l'espagnol ou l'anglais, etc. Mais pour l'enseignement, je préfère l'espagnol. Et c'est une superbe expérience de partage. Je partage aussi mon expérience que j'ai eue dans le privé avec mes élèves. Ça parle énormément, notamment aux BTS, qui, eux, vont intégrer et même ont déjà intégré le marché du travail avec des stages.
Donc, ouais, c'est du partage, c'est aussi d'être proche des jeunes aussi. Ça permet de, de garder le cap et de savoir où l'on est, parce que la jeunesse, c'est ce qui se fait de mieux, en fait, aujourd'hui, hein. Donc, on a pas mal de références grâce à eux. C'est super enrichissant comme expérience. D'accord. C'est vrai que la dernière fois, quand on a parlé, en off, tu m'avais dit que tu leur donnais beaucoup de conseils, Ouais. que tu les encourages. Exactement. Je pense que t'es le type de prof qu'on aurait tous aimé avoir quand on était. C'est clair, il y en a beaucoup qui me le disent, qui sont super contents de m'avoir. Après, moi, j'ai toujours été comme ça, encourageant. Donc, c'est naturel pour moi, tu vois, je le fais pas artificiellement. Donc ils le ressentent et ils aiment ça. Et très bien. Dans le métier de professorat et dans les métiers de l'enseignement, il y a un truc que j'ai pensé, que j'ai réalisé, c'est que on dit qu'il y a des profs, la plupart des profs disent que c'est gratifiant, c'est un métier gratifiant, même si sur certains points ça peut être ingrat. Ouais. Mais j'ai l'impression que la gratification vient seulement avec beaucoup d'années, parce qu'il faut que tu aies pu voir que l'élève, tu lui as donné des conseils. Il faut que tu vas le voir au moment, tout au long de l'année, tu vas voir s'il a suivi tes conseils. Exactement. Mais pour voir si réellement ça a changé sa vie, c'est que des années après, quand il va revenir. Non, mais comment tu abordes ça? Franchement, je sais pas pour les autres, parce que pour les autres professeurs, on n'en a pas parlé. Moi, je le vois tout de suite, hein. Même lors d'un conseil de classe, on arrive à en parler. On sait que tel et tel ou tel élève a appliqué nos conseils et on voit le changement tout de suite, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être lui donner des conseils et ne s'en apercevoir que bien plus tard, lorsque je suis plus là. Donc, dans ce qui deviendra, ce qui deviendra, d'accord. En tout cas, tu sais qu'il devient meilleur ou qu'elle devient meilleure lorsqu'elle a appliqué tes conseils. Tu le remarques. Dans les travaux, tu le remarques tout de suite. Dans le comportement face au travail, tu le vois aussi tout de suite. Tu vois en fait l'évolution très vite, c'est ça que j'ai envie de te dire. D'accord. Ouais. Donc en fait, oui, après, je vois totalement ce que tu veux dire et je réalise aussi, en t'écoutant, je réalise aussi que c'est vrai qu'il y a le conseil pour le court terme, il y a le conseil pour le moyen. Exactement. Et il y a le conseil pour le long terme. Et tu vois aussi que ceux qui ont bien retenu les conseils, en tout cas, pour d'autres, c'est moins sûr, mais ceux qui ont bien retenu les conseils, ils te les ressortent même quelques semaines après. Et tu te dis, ah oui, il a bien retenu sa leçon, lui. Tu vois? Donc, non. Même à travers les notes, tu peux voir pas mal de choses en un an, vraiment. Tu peux même aussi... j'aime pas dire ça, mais tu peux aussi prédire si tel ou tel élève va avoir son bac, tu le sais tout de suite. De par les notes, de par le comportement au travail, son travail à la maison, etc. Ouais. Je comprends pourquoi tout à l'heure, au départ, les 3 premiers mots que tu as sortis, la première fois que je t'ai posé la question, tu avais parlé de persévérance, de patience et de constance. Je comprends pourquoi. C'est ce que tu veux implémenter, c'est ce que toi-même tu disais que tu vises, c'est l'idéal que tu vises. Et donc, c'est aussi ce qui te permet c'est ce que tu veux implémenter dans ces élèves. Ouais, c'est ça. Ok. Ça marche. Ok, donc là, on en vient à ton bébé, ton plus gros bébé, je pense. Du coup, Kente Must, que tu as créé donc comme side business. Voilà. Mais rapidement, qui est devenu un emploi ou en tout cas une activité à temps plein. Bien sûr. Et dis-moi, en fait, parle-nous de quand une fois que ce n'est plus un side business et que maintenant, c'est quelque chose que tu fais à temps plein. En fait, comment ça se passe? En fait, side business, je disais side business parce que c'était à côté d'une entreprise et d'un emploi que j'avais à temps plein, tu vois. Bien sûr, je comprends totalement. Donc, j'ai commencé en side business. Et c'était quoi ta question? Dis-nous. Comment, en fait, une fois que ce n'est plus du side business, une fois que ce n'est plus de side project, si tu veux, on peut pas side business / side project. Ouais. Ok, maintenant, tu as démissionné. Ouais. Tu ne fais que ça. Tu t'occupes que de Kente Must. Quelles sont les premières choses que tu fais?
Quels sont les... Ah non, mais là, aujourd'hui, je suis toujours prof. Hein. Oui, je sais que tu es Ah toujours oui. prof, mais quand si on revient en oui, 2020, d'accord, ok, en ok, 2020 ce que quand je tu fais, démissionnes, oui, bien voilà, sûr. comment j'amène Kente Must à décoller décoller. maintenant que tu as tout ton temps à lui accorder, comment ça se passe les débuts et après on reviendra, on fait un peu du retour. Les gens comprendront qu'en Ouais. fait tu as beaucoup d'activités, il faut qu'on réussisse à Affiner. affiner le truc et pour que les gens ne se perdent pas dans le truc. Eh ben, j'ai essayé de tout mettre en place pour que ça grossisse en fait. Ok, tout, c'est quoi? Créer un site, faire connaître la marque à travers des événements, préparer des gros événements comme le salon du Made in France, mettre en place une newsletter, s'occuper de la relation client avant et après, le SAV. Il y avait pas mal de choses à faire. Hein. D'accord. Ouais. On va pas trop vite parce que là, tu donnes des Non, mais... Non, mais attends, il y a des choses j'avoue qu'il y a des choses que je savais, on discute, voilà, il y a des choses que je savais, mais bon, c'est ça qui est bien avec un podcast parce que tu vas te livrer. Il y a des choses que je pensais savoir, que je pensais maîtriser sur la personne, mais il y a d'autres choses que je ne maîtrise pas du tout. Tu peux pas tout maîtriser et on peut pas tout savoir ce qu'il y a derrière. Mais plein de choses, plein de choses à mettre en place. Là, aujourd'hui, je pourrais pas te... Non, mais ok, bon, non, moi, je vais poser mes questions au vu... Vas-y. Avec ce que tu me dis. Donc, ma première question, c'est, ok, t'as lancé comme tu as dit, tu as lancé ton site internet. Comment ça s'est passé le lancement de ce site internet? En quelle année? Ah, d'accord. Tu vois oui, on peut aller okay. dans les détails. Pour te faire l'historique. Parce que c'est aussi un moyen du podcast, c'est de faire un feedback et d'encouragement, d'inspiration, tu vois. Donc, il y a aussi, on a l'opportunité d'être un peu technique parfois sur certains sujets parce qu'on parle d'entrepreneuriat, il faut aussi de la technicité. Bien sûr. Donc, on profitons-en. Ok. Alors, en septembre 2018, je voyage au Ghana et je tombe nez à nez avec de superbes tissus de Kente. Et je me dis qu'il faut que je crée en fait Kente Must. Je pense aux nœuds papillons parce que je trouvais pas de nœuds papillons sur le marché qui me correspondent au mieux. Tu vois, les tissus n'étaient pas fous. Donc, je me dis, je vais faire un nœud papillon en Kente et en soie pour lui apporter ce petit côté soyeux avec le Kente qui est lui plutôt rigide. Voilà. Et je me dis, mais au retour du Ghana, il faut que je commande mes premiers tissus. D'accord, et que je contacte des couturières et là je pense au branding, je pense au site internet, je pense à tout ce que je vais mettre en place pour essayer de monter une marque et que je vais mettre le nœud papillon à l'honneur aussi. Donc j'ai pensé Kente Must, le pape du roi. Le pape du roi, c'est notre slogan en fait, parce que le Kente est porté traditionnellement par les rois du Ghana. Voilà. Donc de 2018 à 2020, et c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque je fais le switch de mon poste en banque pour le dernier poste en banque que j'ai eu, je travaille sur la marque pendant 1 an et demi, 2 ans, on va dire. Et en juillet 2020, je lance le site. Le site sort et j'ai mes premières commandes. Voilà. Combien de commandes à peu près je sais pas, peut-être entre 5 et 10 dès le départ. Et après c'est parti. D'accord. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, dès que tu crées on est déjà 2020 et les réseaux sociaux sont déjà très... En fait, c'est le 19 juillet 2020, le jour de ma date de naissance, que je lance ça parce qu'en mars 2020, on a été confinés. Donc, plus le temps avançait et plus je me disais, c'est pas le bon moment. Et je me dis, je vais le lancer en juillet 2020 et j'ai fait la promotion en ce sens. Et c'est à partir de là que j'ai reçu les premières commandes et que Kente Must est né. Voilà. Et 5-10 commandes, c'était quoi sur le mois, à la semaine? C'était pour comparer aujourd'hui avec... les premiers jours. Les premiers jours. Les premiers jours. Et après, ça s'est lancé. Ouais, les premiers jours, j'avais parlé de ça à des personnes autour de moi et ensuite, j'ai eu une dizaine de commandes. D'accord. Dès les premiers jours et après, ça s'est lancé. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, pour parler plus en termes justement de commandes, donc, parce que je trouve que c'est beaucoup plus humain de parler de commandes plutôt que de parler de CA. Ouais. Tu as combien de commandes à peu près pour comparer avec les débuts environ, comme tu veux, selon tes métriques, toi, à la semaine, plutôt au mois ou à l'année, tu tournes
à peu près à combien de commandes? Une vingtaine, D'accord. 10, 20, ça dépend par mois. Par mois. Et quand j'ai des événements, bah là, c'est là où on fait justement le plus gros chiffre, en fait. D'accord. Ouais. Et Quand on a des événements, c'est des événements avec un stand, par exemple, hein, que ça peut être le Made in France, des marchés de Noël, des choses comme ça. Là, c'est là qu'on vend le plus, en fait, en face-to-face. Bien sûr. Voilà. Et donc le Made in France, tu en as fait combien de salons? J'en ai fait 2. 2. En quelle année? 2021 et 2022. Ok. Voilà. Et ça, ça te donne une belle... C'est une très belle visibilité. Ouais. Oui, il y a 100 000 visiteurs et il y a plus de 1000 exposants. C'est un super événement. Et ça se déroule où? À Porte de Versailles. Voilà, Porte de Versailles. Dans les halls, là, tu sais. Oui, je vois très bien. Voilà. Okay. Et c'est un super événement et on a fait ce salon 2 fois. L'année dernière, on n'a pas pu le faire. Et l'année prochaine, on est en train de voir si on peut y participer. C'est un salon qui donne pas mal de visibilité, qui brasse beaucoup de monde. Bien sûr. Ok. Et tu as parlé... le coup. Ouais, j'imagine. Je te suis sur les réseaux sociaux et je vois que tu fais beaucoup d'événements. Comment tu cibles tes partenaires? Parce que je vois que tu fais beaucoup de pop-up stores, beaucoup d'events, de soirées à thème. Tu exposes dans différentes boutiques, dans le 92, dans le 95. Ouais. Je suis à Paris même, à Paris intramuros. Ouais. Comment tu tisses ces partenariats-là? Moi, j'en ai participé à les 3 ans. Les 3 ans de Kente Boss, toi. Comment tu cibles? Mais je vais parler directement avec les partenaires, les restaurants. Parfois, j'ai des amis aussi qui ont des restaurants, des lieux où on pourrait s'installer, tu vois. Aussi, c'est le truc intéressant, c'est aussi de s'installer dans des endroits où on nous attend pas forcément, tu vois. Mais je vais directement parler avec les gens. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. J'aimerais en faire plus. Mais on prend le temps de faire les choses bien. Et en effet, les événements, c'est très important. L'événementiel aussi, ça permet de parler du produit, de le montrer, tu vois. Donc aujourd'hui, on est toujours jeune, hein, et on a beaucoup à faire sur justement la communication, sur la communication et sur comment parler de nos produits, tu vois. Et comment et montrer en fait qu'il y a de la qualité derrière. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. Moi, j'ai déjà acheté, il y a de la qualité derrière. Je peux en attester. Non, il y a de la qualité. Moi, j'ai une pochette. Non, franchement, il y a de la qualité derrière. Ça fait plaisir. Et donc voilà, après la valorisation du Made in France, parce que c'est proche, j'avais pas envie de faire produire ailleurs qu'en France. Je trouvais ça un peu dommage déjà d'importer le tissu du Ghana et après de faire produire ailleurs. Donc pour moi, j'ai choisi de valoriser le Made in France, même si ça peut être plus coûteux. Tu vois ? Oui, je vois. Ok. Et parce que nous, on travaille à la pièce, en fait. Nous, c'est vraiment, quand on fait un produit, on ne fait que très peu de pièces pour ne pas surproduire déjà, et ensuite, pour être sûr de vendre toutes les pièces. Voilà. D'accord. Ok. Ça marche, c'est top, c'est top. Donc du coup, c'est dans les valeurs, il y a cet aspect-là aussi de surproduction, d'éco-responsabilité. Exactement. Ça, c'était une valeur qui était déjà dans le début de la marque. Aujourd'hui, de toute façon, on peut pas ouvrir un business, surtout dans la mode, sans faire attention à ça. Tout ce qui est RSE, etc., ça existe depuis des années. Il faut qu'on le fasse, nous, à notre niveau, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. Bon, là, on commence à arriver dans les questions de la fin. Quelle est la marque ou le créateur qui t'inspire le plus? Ah ouais, c'est une bonne question, ça. Franchement, je vais dire la vérité, je regarde très très peu de marques. Ok. Ce qui étonne beaucoup de gens. Oui. Je regarde très 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 peu de marques. J'essaie de rester un peu dans mon cocon, hein. C'est fou, hein, mais même par rapport au prix, etc., je sais qu'on m'a déjà conseillé de regarder un peu plus, mais j'ai pas envie d'être trop influencé, tu vois.
Non pas que je suis pas curieux, hein. Je regarde quand même des défilés, je suis intéressé. Mais quand je dis regarder, en fait, je me focus pas sur telle ou telle personne. Moi, j'aime un créateur Mhm. qui, pour moi, est le must dans la création, c'est Kanye West. Ok, bah c'est ça. Voilà. Donc, c'est rien que ça. C'est déjà. C'est-à-dire que... Tu sais que dans la- c'est marrant parce que quand je pensais à toi, j'ai envie de. Excuse-moi, mais j'étais sûr que tu allais me répondre Kanye. Ah bon? Et j'espère. Ben, en fait, en lui, certains diront ah ouais, mais peut-être que ah oui, mais Kanye West parce qu'aujourd'hui il est très connu, etc. Mais moi, Kanye West, je l'ai connu en 2002, 2001, tu vois, au tout début. Donc pour moi, c'est un créateur comme j'aime. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je rappais, je faisais aussi mes instrus. J'avais des claviers, une MPC 2000 XL pour tous les hip-hop heads. Donc, j'étais vraiment à fond dans le hip-hop. On aura Waouh. l'occasion de dire aussi d'autres choses que j'ai faites. Et en même temps, ben, je commençais à connaître Kanye West. Je l'ai vu plusieurs fois en concert à cette époque-là même. Je l'ai vu peut-être la première fois en 2004 ou 2005. Donc, pour moi, c'est un créateur de fou. Et quand il a fait sa marque, c'était encore plus fou. Même si j'ai jamais rien acheté, etc., j'ai regardé ce qu'il faisait. Et le fait qu'il soit dessinateur, qu'il travaille avec Louis Vuitton, qu'il soit dans la musique, qu'il rappe, qu'il fasse lui-même ses musiques pour les Beyoncé, les Jay-Z, les Mariah Carey, j'en passe, ben pour moi, c'était un truc de fou, quoi. D'accord. Et ça, dans ça, ouais, carrément, j'aimerais viser ce type de créateur. Ça, pour moi, c'est un créateur multiple et super intéressant. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Il y a Pharrell Williams Pharrell. aussi qui est très fort. Ouais, qui est en fait un peu Voilà. polyvalent, Exactement. multidimensionnel. Multidimensionnel avec sa crème, etc. Et il y a aussi le mari de Alicia Keys aussi que Swizz je Beatz. vois, ouais, que je vois dans ce domaine-là. Il était designer pour Lotus, il me semble, des Je savais pas. voitures. Il est... Après, c'est peut-être des collabs. Hein. C'est ouais, peut-être c'est des collabs. des collabs hein, Mais- après, mais je ouais, vois que, ouais. tu vois, à l'époque, c'était ça. Ouais, un aspect très créa aussi. Voilà. quoi. Ouais. Des Des directeurs conférences à artistiques. Harvard, des choses, voilà. Des choses qui dépassent en fait qui dépassent aussi seulement ton activité en fait, tu vois. Tu l'as vu, Genius, sur Netflix? Oui, je l'ai vu. Alors, Je la l'ai question. vu une fois et demie ou deux fois. Il est La incroyable. question, c'est un génie ou pas? Bah ouais, mais même sans... On voit que tu aimes Kanye West toi aussi. Je Non, n'en mais- dirai pas plus. Bah oui, c'est un génie. Il a su... En fait, moi, dans ta question, je vois que, en fait, c'est un homme qui a su se réinventer à chaque album, tu vois. À chaque album et à chaque projet, il a su se réinventer. À partir de là, c'est un génie même dès le départ. Ok. Voilà. Ok. Comme ce podcast s'appelle Ami Parcours, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser? Bah oui. Pourquoi tu as fait ce podcast? Pourquoi j'ai fait ce podcast? Parce que je l'ai dit un peu déjà dans le premier épisode que j'ai publié et je compte le dire, l'expliquer au fur et à mesure, un peu en teasant le truc, en teasant un peu le concept. Ouais. Mais déjà, c'est pour ne pas répondre exactement à ce que j'avais dit lors du premier épisode, mais je vous invitais déjà à aller l'écouter. Bien sûr. Mais j'ai fait ce podcast-là parce que déjà, j'ai fait déjà de la création de contenu. Je sais pas si... Oui, tu l'as vu un peu sur ma page Insta. Bien sûr. De superbes photos. Merci. De superbes styles. Merci. Exactement. Et donc, du coup, je suis un peu axé déjà création de contenu, mais il y a aussi un aspect qui est très propre à ma personne, qui est de la transmission et le coaching, le mentoring. En fait, l'idée, in fine, ce serait de me tourner aussi vers ça. D'accord. Donc, un des bons moyens pour moi déjà de commencer à inspirer les autres, c'est de m'asseoir avec des gens très intéressants. Je dis pas juste intéressants parce que c'est des gens très intéressants et Merci. c'est un moyen pour moi de te complimenter. Merci beaucoup. Et du coup, donc, quand je m'assois avec des invités, ça me permet de mettre en avant donc des parcours, mais en même temps moi aussi de travailler justement cette capacité-là d'inspirer en s'asseyant avec des gens justement, d'apprendre
tu vois, d'avoir cette humilité-là aussi, d'apprendre, d'écouter. Et aussi parce que j'ai une aptitude qui est très présente je ne parle plus de soft skills depuis que j'ai écouté Simon Sinek. Je parle de human skills maintenant, qui est de la sociabilisation. Je suis vraiment quelqu'un qui arrive à sociabiliser très vite et très aisément. On le voit. Donc, merci. Et donc, du coup, donc je voulais faire profiter au plus grand nombre cette capacité que j'ai de découvrir des parcours tellement enrichissants. Et je veux le mettre à la disposition du plus grand nombre, en fait. Trop bien. On te souhaite le meilleur, alors. Merci. Ok. Si tu pouvais me citer 2 personnes les plus inspirantes de ton parcours. Bah, mes parents. Hein. Okay. Mon père, ma mère. Ma mère, mon père. Au plus simple, d'accord. Au plus simple, non, ouais, c'est... Oh non, mais t'inquiète. Il y a beaucoup de personnes inspirantes, mais c'est eux, c'est leur parcours, c'est leurs conseils, c'est... leur motivation, c'est leur joie, leur bien-être, leur équilibre. Ok. C'est mes deux modèles. Ok, génial. Voilà. Après, j'en ai plein des modèles, c'est vrai. J'ai des profs à moi, mes profs de sport. Je pratique le jiu-jitsu brésilien. Ah oui, non mais c'est vrai, j'avais oublié cette... Voilà. J'ai mes 2 profs de sport, Cédric et Marc, qui m'inspirent beaucoup. Et toute l'équipe Akamat, Big Up, et les gens qui sont autour de moi, tous les gens qui sont autour de moi, ma famille. Après, la liste ne s'arrête plus, mais c'est vrai que c'est les 2 personnes, c'est les parents, c'est la base. D'accord, ok. Ouais. Et si tu pouvais du coup me recommander 2 personnes que je devrais absolument rencontrer. Waouh. Ah, c'est pas facile ça. Il aurait fallu que je prépare cette question. On ne triche pas, on ne triche pas. On parle au prof là, on ne triche pas. Qu'est-ce que je peux te recommander? Ah, tu me donnes un travail là. Je peux t'aider ou pas? Creuser les méninges. Je peux t'aider ou pas? Aide-moi. Ok. Est-ce que un de tes profs que je viens de citer ou pas, de Jiu-Jitsu, ça pourrait t'aider? Ben oui, pourquoi pas? Ouais. Bien sûr. Ok. Ouais, carrément. Ok. Carrément. D'accord. Soit Cédric, soit Marc. Ok. Voilà. Et pourquoi pas Jordan? Jordan Lestet. C'est un ami à moi qui organise des événements autour de la mode et oui, j'ai vu sur Insta. de l'esthétique. Et voilà. Donc, pourquoi pas voir son parcours et sa démarche derrière tout cela. Et il aura l'occasion aussi de t'évoquer son parcours qui est aussi enrichissant. Génial. Je t'ai aidé. Hein. On va dire que j'ai répondu à moitié à ta place. Ok. Ouais. Non, mais c'est génial. Si tu pouvais me recommander un livre ou 2, les livres qui ont le plus marqué. En fait, je reformule. Un livre ou 2 qui ont le plus marqué ton parcours. Parce que tu as parlé de lecture tout à l'heure en plus. Ouais, j'ai parlé de lecture tout à l'heure. Oui. D'accord. Tu as parlé que tu as dit que tu lisais beaucoup. Oui, au moment où tu passais des entretiens, pour devenir contractuel, tu as dit que Ah oui, que je m'informais beaucoup, etc. Je parlais des articles, Ouais. Un livre... Qu'est-ce que j'ai en tête? Ah, franchement, je sèche. Ah, il y a un livre qui est vraiment sympathique, Ouais. qui est Home. No Home. No Home. No Home. Génial. Ok, dis-moi. C'est Dis-moi en plus. intéressant, Le en titre, fait. déjà, moi, ça me... No Home, en fait, pas de maison, pas d'endroit où habiter. Ouais. C'est 2 sœurs qui ont des parcours différents au temps de l'esclavage. Et l'histoire se passe au Ghana. Je vous en dis pas plus. Voilà, il faut lire le livre.
Ok. En anglais, très intéressant. J'oublie le nom de l'autrice. Ok. No Home. No Ok. Home. Ok. Super livre qui est clairement recommandable. Voilà. C'est ce Et que il a été traduit au cas où Il a été traduit, oui, je crois. en français. Ok. Oui, je Ok. crois. Ça marche, génial. Et peut-être un film. Un film Qui ont le plus marqué ton parcours. Comment Qui ont le plus un ou deux films qui ont le plus marqué ton parcours. C'est des questions difficiles. Il y a longtemps que je regarde plus de films. Ah, tu regardes. Ok. J'ai une culture cinématographique légère. Ah, ok. Autre chose. Je réfléchis. Ouais. Ou si tu préfères juste une œuvre artistique qui t'a le plus, tu vois, un tableau. C'est vrai que faudrait que je pose beaucoup plus aussi la question comme ça aussi. Une musique. On a parlé de Kanye West tout à l'heure. Bah tiens, tu me parles d'œuvres artistiques. Peut-être que je pourrais choisir le meilleur album de Kanye West que j'aime. C'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ok. Sorti en 2010, il me semble. Ok. Voilà. Ouais. Je cherchais l'année, mais ouais, c'est ça à peu près, ouais. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Oui, en tant qu'ancien rappeur. Et c'est ça. Et pour le film, je te dirai plus tard. Ok, ça marche. Ok. Et comment peut-on prendre contact avec toi, Cédric? Partout, LinkedIn, Instagram, Facebook. Il faut contacter directement les contacts de Kentemus parce que j'ai pas de profil perso seulement sur LinkedIn. Et tous les autres profils où il y a Kentemus, on peut me contacter via le site. Ça marche. Que certains n'hésitent pas ou certaines n'hésitent pas à me contacter. Ce sera un plaisir d'échanger. Super. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Avec plaisir. Merci à toi, Yannick. Plein de bonnes choses à ton podcast. Merci beaucoup. C'était top. À très vite. À bientôt. Ciao. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.